Durant la colonisation française, le peuple algérien a vécu l'un des plus grands malheurs de toute son histoire. Dès l'invasion en 1830, dépossédé de ses biens et de ses terres, il va subir des massacres en masse, enfumades, emmurades et famines, un génocide qui ne dit pas son nom. La France coloniale a déstructuré toute une société pour la servir. Elle a tenté de travestir sa mémoire millénaire. Elle a causé des traumatismes encore vivaces de nos jours. Durant plus de 3 siècles, l'histoire de l'Algérie a été intimement liée à celle de la Sublime Porte, maîtresse de l'Empire ottoman. L'Algérie était le rempart et le pilier des forces musulmanes en Méditerranée contre les tentatives de colonisation des forces chrétiennes. Au début du XIXe siècle, Alger commence à s'inquiéter de l'état d'affaiblissement de l'Empire. Les attaques répétées des Occidentaux sur Alger déstabilisent le commerce extérieur. Le Beylicat est en crise. Que pouvait être la vie d'un Algérien avant 1830? C'était un quotidien difficile. Les Algériens vivaient un quotidien difficile, ils vivaient une vie difficile parce que, en fait, le système de la régence était un système vénal, un système basé sur l'argent, sur la possession de l'argent. Ce n'était pas un système qui induisait une économie, c'était un système basé sur la course. Toute cette région du Maghreb et en réalité du monde de l'Empire ottoman est en crise. Les défaites militaires, les crises économiques, le décollage industriel qui est à ses débuts en Europe, le décalage qu'il y a entre les armées, l'armée ottomane d'une manière générale et les armées européennes de l'Ouest. La puissance de la marine ottomane n'était plus la même. Et Alger, qui était considérée comme une ville, al-Mahrousa, disait-on, une ville bien gardée, bien défendue, c'était fini ça. C'est-à-dire que certains historiens disent qu'il n'y avait pas plus de 5 chebeks dans le port d'Alger, qu'il n'y avait plus cette puissance. Et disons que les armées coloniales qui vont devenir colonialistes, qui vont occuper le pays par la suite, qui vont attaquer le pays, donc ces armées étaient conscientes de l'affaiblissement considérable de la régence. Lorsque la France débarque en 1830 dans la presqu'île de Sidi Fredj, l'Algérie est sous régence de l'Empire ottoman. Pour justifier cette expédition, la France va construire une légende autour de cette invasion. Elle va la dénommer l'offense du coup d'éventail. D'abord, le coup d'éventail est une mascarade, le gros mensonge un peu des colonisateurs pour justifier cette invasion surprenante. Les historiens ont masqué sciemment la conquête et le besoin, le désir et la décision de la conquête par ce fameux coup de chasse-mouche ou d'éventail. C'était plutôt un chasse-mouche qu'un éventail, disait-on. C'est pas un coup d'éventail.
Si ça avait été un coup d'éventail, le consul aurait été au mieux il aurait été au mieux assommé. Parce que l'éventail, il faut bien imaginer la scène, l'éventail, c'est un personnage qui est derrière le Dey et puis qui fait bouger un immense justement éventail, mais ce n'est pas l'éventail des Andalouses. Ce prétexte, en fait, il cachait une réalité, la réalité du capitalisme, du développement du capitalisme marchand et des résultats de la première phase de la révolution industrielle. Sous Napoléon Ier, il y avait des convoitises sur le territoire algérien. Et en 1808-1809, ils vont envoyer un espion que je nommerai un espion géographique, hein, parce qu'il va faire des relevés topographiques pour conseiller les militaires, pour situer un peu la zone de pénétration et de conquête. Hein. L'Europe sort des guerres napoléoniennes qui ont assis des guerres napoléoniennes, mais aussi du système napoléonien qui a assis le pouvoir de la bourgeoisie, de la nouvelle classe dirigeante en France particulièrement. Mais cette armée puissante, très puissante, elle était considérée comme la première armée du monde pour l'époque, du monde connu pour l'époque. C'était une puissante armée. Et cette puissante armée va commencer par le régime pratiquement le plus fragile. C'était le régime de la Régence. C'était un régime qui s'affaiblissait, qui s'était considérablement affaibli. Et il y a un nouvel arrivant en Méditerranée, ce sont les États-Unis, avec leur flotte militaire du Commodore Perry, et qui a battu le Raïs Hamidou lors d'une bataille navale. Donc on est effectivement sur le déclin. Non, j'aime pas trop le mot déclin, mais enfin, on n'a pas su, mais ça ne vient pas du Dey d'Alger, c'est tout l'Empire ottoman qui ne peut plus réagir devant la force de l'Europe. Le régime failli de la Régence n'a fait que traduire l'extrême affaiblissement de l'Empire ottoman, du pouvoir qui dirigeait l'Empire ottoman pour l'époque. En juillet 1830, lors de l'invasion d'Alger par les militaires français, les appétits s'ouvrent. On va vers l'expropriation des terres. Pour les généraux, l'Algérie est un territoire vierge à conquérir. Quant aux autochtones, ils sont qualifiés d'indigènes. Une populace sans mémoire ni culture. C'est pas une conquête, c'est bien une invasion. Et on va conquérir quoi? Il y a un État en face, contrairement à ce qui peut se dire jusqu'à nos jours. Il y a un État, il y a même des consuls à Marseille, qui sait ce qui se passe en France, qui a des consuls à Gibraltar, qui a des consuls à Majorque, l'île de Baléares, la grande île de Baléares, qui l'informent de ce qui se passe. Qui l'informent de ce qui se passe en Europe et des préparations de l'agression militaire. Et pour le dernier détail, ce qu'on sait, c'est que le bey de Tripoli lui a envoyé une lettre au Dey d'Alger et dans laquelle il lui dit 1, je peux rien, voilà, ils vont t'attaquer. 2, je peux rien pour toi, je peux pas t'aider, moi-même j'ai des problèmes. 3, méfie-toi de Mohamed Ali, l'Égyptien, parce qu'il a envie de s'associer à cette invasion pour prendre sa part. Et surtout, ne compte pas sur le bey de Tunis. C'est vous dire un peu que ce coup d'éventail, c'est le prétexte qui est brandi par les Français, par les historiens français, malhonnêtes, entre les guillemets, pour dire nous devions laver un affront parce que le Dey Hussein a administré un coup d'éventail au consul de Val. Et la dette, la créance
continuait à revenir chaque année et ça a un peu mis en colère le Dey Hussein parce que l'Algérie avait fourni des quantités importantes de céréales, de blé aux Français qui refusaient d'honorer cette créance. Ils étaient conscients en fait, parce que ceux qui vont venir après, nous sommes 15 ans après la débâcle de Waterloo, de l'armée napoléonienne, de la grande armée napoléonienne. Donc, il y a eu renouvellement des troupes, et ces troupes n'avaient aucune culture. Il y avait parmi l'écrasante majorité des soldats qui vont venir ici. L'écrasante majorité ne parlait pas le français, ils parlaient les dialectes, l'occitan, les langues régionales de France, n'étaient pas... Donc, et puis, ils ont vu ensuite, au contact de la population, ils ont vu le niveau culturel, le réel niveau culturel. Les Algériens n'avaient pas ce problème d'être ignorants ou illettrés dans leur pays. Les écoles étaient abondantes, les gens étaient instruits, cultivés, et il y avait la présence d'une aristocratie et d'une élite. C'est l'idéologie qui va les porter vers... Ils ont besoin de se convaincre qu'ils ont en face d'eux des gens incultes, etc. Mais en réalité, ce sont les historiens qui vont construire tout ça après. C'est pas forcément les militaires. Mais ça va justifier, va justifier les massacres. Mais l'armée française a l'habitude de massacrer. On sait ce qu'elle a fait en Espagne, on sait ce qu'elle a fait dans l'île d'Haïti, Saint-Domingue. On sait comment toutes ces armées, chaque fois qu'elle intervient, elle réduit les populations à moins que rien, disons. Et la femme, elle tue, elle massacre, etc. L'idée qu'on doit se faire de ce peuple qu'on va asservir ne peut être que négative. Il faut qu'elle soit négative pour que les gens acceptent les crimes odieux qui vont être commis après. Ça fait partie de tout un stratagème, ça fait partie de tout un plan, ça fait partie aussi de théories établies, à savoir que l'homme blanc, l'Européen, est placé au sommet de la hiérarchie sociale et humanitaire. Et tout le reste, c'est une humanité de seconde zone, et que l'homme blanc européen, avait pour mission de conquérir des territoires barbares, civilisés. Pour le colonialisme, la justification de toutes les conquêtes ont été, oui, c'est une terra nullius. Ensuite, on avait habillé le racisme des oripeaux de la science. Et c'est toute la théorie des théories de Montesquieu, d'un certain nombre de philosophes, qui ont y compris de Darwin, qui ont justifié les conquêtes par l'indigence de nos cultures. Ils se sont posé même la question de savoir si nous étions des êtres humains comme eux, c'est-à-dire est-ce que nous étions doués de raison. Et il y avait des conclusions assez déconcertantes pour l'époque. Donc cette idée d'inculture de l'Algérie s'est répandue par la suite. En 1847, Eugène Baudichon, un médecin à Alger, déclare « Nous pouvons combattre les indigènes non seulement par les armes, mais par la famine, l'eau de vie, la corruption et la désorganisation. » Les penseurs vont s'acoquiner avec les armes à feu, avec les généraux, avec les sanguinaires généraux, Montagnac, Pélissier, Lamoricière, Bugeaud, Conrobert, bref, tout ce monde-là avait ce plan de destruction de l'espèce humaine. La décision de faire de l'Algérie une colonie de peuplement ne date pas
de 1848, c'est-à-dire de la transformation du pays en trois départements français. Non, ça date d'avant. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, c'est possible de faire cela. C'est possible de créer, de remplacer ce peuple par un autre peuple. Et vont intervenir ceux qui réfléchissent. Parmi eux, Alexis de Tocqueville et Eugène Boudichon, un docteur qui va recommander aux politiques et aux militaires de ne pas intervenir si jamais il y a une déclaration d'une famine, à savoir qu'il faut laisser périr les Algériens, les indigènes, d'inanition et de famine. Ça va leur économiser les cartouches et les armes à feu, et on laisse passivement mourir des familles, des tribus entières. L'objectif était de remplacer la population par une autre population. Et d'autant que cela a été encouragé par le fait, disait-on, qu'ils ne sont pas très nombreux, donc c'est jouable. Il fallait que ce soit un peuple européen et chrétien. Pourquoi? Parce qu'on verra par la suite que les colons ont été pris des terres chrétiennes. On les a pris d'Espagne, on les a pris d'Italie, on les a pris de Malte, on les a pris de l'Europe du Sud d'une façon générale pour les intégrer dans un cadre méditerranéen qu'ils voulaient à l'époque créer ici. 1830, 1847, 17 ans de guerre violente, massacres, famine, expropriation des terres et des biens. Résultat, un tiers de la population algérienne est décimée, entre morts et disparus. La question de la démographie de l'Algérie en 1830 est souvent sujette à caution. Des chiffres sont donnés. Hamdan Khoja donnait à peu près 7 millions. Mustafa al-Sharaf donnait 5 millions. On sait une chose, c'est que autour de 3 millions que les démographes français et les témoignages de l'époque aussi donnent à peu près 3 millions, même s'il n'y a pas eu de recensement dans le sens moderne, bien sûr, du terme. Ce sont des estimations. La démographie historique, il n'y a pas de statistiques. On ne peut que faire des évaluations. C'est ce qu'on peut faire. Et avant Kamel Kateb, bon, c'est ce qu'écrivait également un historien français, Pied Noir, Iacono. Lui aussi, il disait il y a 3 millions d'habitants. Mais ça, c'est un débat beaucoup plus lourd et qui nous entraînerait très loin. Et on sait une chose, c'est que de 1830 jusqu'à la période de conquête en 1857, il faut compter environ plus d'1 million de morts, ça c'est certain. Et le problème n'est pas du nombre d'habitants, mais de la tentative de liquidation du peuple. Je pense que c'est... et de l'échec. Et je dis que dans l'histoire de la période coloniale, la première défaite du système colonial, c'est la bataille démographique. Mais je dis que c'est peut-être pas ça le grand problème. Grand problème, on n'aurait pas été là. Nos grands-parents et arrière-grands-parents auraient été liquidés. Les massacres collectifs ont été considérables. Mais ils se sont rendus compte à un moment, le colonna s'est rendu compte à un moment qu'il avait besoin, en fait, il avait besoin de cette main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. Donc, ils se sont dit non, le génocide n'est pas la solution. En 1845, une colonne française conduite par le colonel Pélissier poursuit la tribu des Ouled Riyah dans les montagnes de la Dahra. Ces derniers se sont réfugiés dans une grotte profonde.
Pélissier ordonne à ses hommes d'allumer un énorme feu à l'entrée de la grotte. Le lendemain matin, plus d'1 millier de personnes sont mortes asphyxiées par la fumée. La morale est impuissante devant de tels agissements, de telles choses. C'est-à-dire c'est inhumain. Ce n'est pas humain en tous les cas. Ensuite, le politique qui justifie tout. Le politique qui justifie tout, c'est d'ailleurs sur un ordre de Bugeaud qui a dit « enfumez-les comme des renards ». Pélissier et les autres se sont souvent cachés derrière les ordres du supérieur. On sait très bien comment est-ce que ça fonctionne, quand c'est après coup que des questions sont posées par les sociétés elles-mêmes. Pélissier a donné l'ordre d'enfumer les grottes, ils ont demandé eux-mêmes d'enterrer, et puis à la fin, il n'y avait plus de feu, mais c'était surtout la fumée. La fumée et puis les animaux qui se sont mis à tuer tout le monde. Hein. À la fin, ils ont tiré tout ce qu'ils ont pu tirer. Il y a à peu près plus de 700, presque 800 cadavres et une cinquantaine de personnes qui survivaient encore. Je crois qu'il n'y a eu que 10 personnes qui étaient encore en vie. Ça ne va faire scandale que parce que ça va arriver à Paris. Et c'est là qu'il va y avoir un grand débat. Qu'est-ce que l'armée française a fait? Mais en réalité, l'armée française l'avait fait avant. Hein, et l'armée française va le faire après, avec les emmurades dans la région de Guénès-Mostaganem. Alors là, c'est le général Saint-Arnaud, je cherchais son nom, qui lui, il va dire, personne ne sortira vivant. Donc il ne faut pas les enfumer, on va les emmurer, c'est-à-dire que ça va être une immense tombe. Je veux simplement dire qu'il ne faudrait pas que cet acte inqualifiable puisse maquiller tous les autres actes qui étaient tout aussi inqualifiables. Le plan génocidaire va commencer très tôt dans notre pays, avant d'arriver à la tragédie d'Ouled Riyah en juin 1845. Très tôt, pourquoi? Clausel va engager une opération de destruction de l'espèce humaine à Blida. Ça va suivre avec la tribu des Aoufiya en 1832. Les militaires français, ordonnés par le duc de Rovigo, ils vont surprendre la tribu des Aoufiya à Maison Carrée dans leur campement paisible pour être décimés pendant toute une nuit et les soldats français vont commettre l'innommable en égorgeant les femmes, les enfants et les vieillards. Tout ça, c'est parti des combats que menaient les Abdelkader. Si on ne fait pas le lien avec les Abdelkader, on n'a rien compris. Ils n'arrivaient pas à arrêter les Abdelkader. Ça les a rendus encore plus féroces vis-à-vis de tous les Algériens. Jusqu'à la bataille de Zaatcha, où alors là, la férocité a dépassé tout entendement. J'ai parlé de Saint-Arnaud tout à l'heure, dans une de ses lettres, parce qu'il a beaucoup écrit en plus. Il dit, voilà, j'ai perdu un galon parce que cet imbécile d'arabe m'a raté, il m'a blessé. On est dans le délire. Un arabe le tiré dessus, alors un arabe, hein, je ne sais même pas d'ailleurs s'il a utilisé le terme d'arabe. Il l'a blessé, mais pas méchamment, donc il n'a pas gagné son galon de général ou je ne sais quoi. L'idéologie colonialiste
avait ses penseurs. Dans un récit de l'un d'eux, Alexis de Tocqueville, on peut lire le passage suivant. Partout, nous avons mis la main sur les revenus des indigènes, en les détournant en partie de leurs anciens usages. Nous avons réduit les établissements charitables, laissé tomber les écoles, dispersé les séminaires. Nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare. Autour de nous, les lumières se sont éteintes. C'est une méthode, c'est gouverner par la terreur. Quand on gouverne par la terreur, quand on frappe la mémoire collective, quand on frappe l'imagination collective, on fait d'énormes économies. C'est la peur qui faisait régner l'ordre colonial. C'est la peur du machin. On disait à l'enfant, on lui disait, okay, ça c'est vrai, on disait aussi à l'enfant, on lui disait, tu vas te taire, sinon je vais appeler Bichouar. Bichouar, c'était Bugeaud. Beaubret, c'était beau prêtre. C'est-à-dire qu'ils ont créé des personnages. On a un témoignage dans un documentaire d'un soldat français qui dit qu'il était dans un village européen. C'est très peu d'Algériens. À un moment donné, la dame qui les servait leur a dit « Je donne gratuitement une bouteille à celui qui me ramène une paire d'oreilles. » Et il y a un soldat qui sort, et la première personne qui passe, comme par hasard on la connaissait, un petit vieux qui passait par là, il lui a tiré dessus, il a coupé les oreilles et est venu boire sa bière gratuitement. Mais tout ça, ça relève de la psychanalyse. Il faut se demander à qui on a affaire. Par la science, par la culture, on peut combattre l'obscurantisme, on peut combattre la peur, on peut combattre une multitude de choses. Donc il fallait supprimer la culture. On a bâillonné la culture, et ensuite il fallait frapper les imaginations par la puissance, la force et la férocité du système colonial. Durant les années 1867-1868, la sécheresse est totale. Le typhus fait des ravages, la famine, le choléra se propagent partout. C'est l'apocalypse. 500 000 Algériens sont morts de famine, une hécatombe. Pour se dédouaner de ce massacre sur ordonnance, l'administration coloniale dissimule les chiffres réels et met en avant les épidémies comme étant une cause naturelle de la mortalité des Algériens. Selon Djilal Issari, la désorganisation agraire reposait sur 3 facteurs, à savoir l'introduction de la loi du marché. Qu'est-ce que cela veut dire, le marché libre? Cela veut dire que toutes les récoltes, il faut les rafler. Or, avant 1830, connaissons cette contrée pour son irrégularité de la climatologie. Dans 6 récoltes, il y a 2 récoltes favorables, 2 ou 3 récoltes désastreuses. Donc les Algériens avaient un régulateur qui s'appelait la matmora. La matmora, c'est un silo souterrain où l'on entreposait des excédents des céréales pour épuiser pendant la période des vaches maigres. Le système colonial, tablant sur le marché libre, devait interdire l'existence des silos.
Ce qui va conduire les tribus algériennes, les Algériens, à ne pas trouver de quoi se nourrir pendant une période de sécheresse. C'est dramatique. Il faut également lier ce qui se passait ici à l'évolution de la société française en Europe. Quelle était la place de l'argent, quelle était la place de l'armée, quelle était la place du commerce, quelle était la place de l'industrie, et ainsi de suite. Le système bourgeois s'installait définitivement en Europe. Et ce système bourgeois copiait considérablement le système aristocrate qui avait été renversé par l'exécution du dernier Capétien, du dernier roi Capétien. Et ils ont donc forcé considérablement la société algérienne ici, c'est-à-dire la société qui se développait en Algérie coloniale, à ressembler à ce qui se passait en France, ce qui se passait en Europe. Et c'est ainsi qu'on va arriver à un appauvrissement considérable. Des statistiques nous révèlent que 1867, 68, 69, le bilan de la famine qui a occasionné des milliers de morts, le bilan nous révèle qu'il y aurait eu 500 000 morts. Cela d'après Annie Ray Goldzeger. En fidélité au message et à la théorie de Bodichon, on va laisser périr uniquement les Algériens. Et cela à cause d'une désorganisation systématique du système agraire. L'administration a provoqué cette famine, donc elle ne peut pas réagir. Bon, bien sûr, je suis agressif. Comment qu'on provoque une famine? C'est effectivement ne distribuant pas là où il faut ce qu'il faut. L'administration coloniale est foncière, le système colonial, pas l'administration. L'administration, ceux qui la supportent, le peuple, ne peut qu'être foncièrement raciste. C'est-à-dire la mort d'un être humain qui n'est pas de chez eux n'est pas un événement. On n'a pas de nom. 10 indigènes sont morts. Le cadavre de 3 indigènes ont été trouvés dans tel endroit. Une indigène et son bébé sont morts. Par contre, c'est monsieur François, je ne sais quoi, qui est mort d'une rage de dents. C'est monsieur... eux, on sait, on a leur nom. Mars 1882. L'administration coloniale décide la francisation de l'état civil. L'institution de ce nouvel état civil va briser le lien entre les générations où la filiation est renvoyée à la terre et à l'histoire. Nombreuses sont les personnes qui n'assument pas, sinon difficilement, leur nom patronymique, modifié par l'officier de l'état civil. Après avoir essayé de changer le peuple, ils n'ont pas réussi. Il fallait casser les structures parentales, c'est-à-dire les grandes tribus. Et il fallait casser les grandes familles, les grandes tribus, socle sur lequel reposait toute la sociologie de l'Algérie algérienne. Donc il fallait casser tout cela. On a introduit un nouvel état civil, c'est-à-dire à la notion de tribu, il fallait l'individualiser et introduire la notion de famille. C'est-à-dire que des grandes familles, des grandes tribus ont été brisées. Ça fait partie de toutes les lois qui vont être prises par l'administration coloniale. Comment enlever légalement des terres à leurs propriétaires. C'est simple.
il suffit de ne plus identifier le propriétaire. Hein? Pour ne plus identifier les propriétaires, il faut leur donner un nom. Et à deux frères, on donne deux noms patronymiques différents. Il n'y a qu'un seul qui, soi-disant, hérite, mais qu'est-ce qu'il va hériter? Et l'autre n'hérite pas. Et les deux vont perdre, en réalité, c'est pour mieux vendre la terre. On a donné des noms imaginaires à des gens. On a pris, par exemple, à un moment, on prenait des noms turcs, ottomans, une famille, les ottomans, et puis on le collait à des gens. Et on prenait, par exemple, un village, et on disait que ce village, par exemple, c'était par ordre alphabétique. Alors vous allez trouver, il y a effectivement des petits villages où tout le monde commence par la lettre D. Tous les noms commencent par la lettre D, et l'autre la lettre C, et ainsi de suite. C'est vrai que ça va être une perte de repère. On ne sait plus qui va être qui. Eh bien si, on va continuer à le savoir, parce qu'on va le savoir, c'est la mémoire qui va fonctionner. Voilà qui est notre ancêtre éponyme, celui parce qu'il faut bien trouver un nom, alors c'est un tel. Et ça a été transcrit. Ça a été transcrit dans les registres d'état civil. Et après, eh bien, on va comprendre pourquoi l'aïeul a donné naissance à 4, par exemple, enfants, et chaque enfant va se voir attribuer un nom patronymique. Et on oublie l'aïeul. S'il n'y avait pas de nom de famille, s'il n'y avait pas une histoire des familles et des tribus, comment Ibn Khaldun aurait écrit l'histoire des Berbères? Comment il l'aurait écrit? Quand il remonte la filiation pendant des siècles, comment il aurait fait? Comment est-ce que se faisait la transmission des héritages si ce n'était pas des familles? Les cadis tenaient. Il y avait un état civil qui existait. Dans les archives qui ont été transférées, ou qui ont été détruites souvent, ce sont les archives des cadis, des notaires de l'époque. On a détruit ces états civils, on leur a substitué un état civil basé strictement sur la cellule familiale, ce qui se faisait en Europe. Crime, corruption et spéculation sont les procédés que vont employer les colons pour s'accaparer les terres les plus fertiles. Cette violence va détruire les bases de l'échange ancestral tel qu'exprimé par la parole donnée. La réminiscence de cette violence est toujours vivace de nos jours. Elle nous est transmise par la tradition orale, par le terme « mabqatch el-kelma ». Autrement dit, la violence a pris la place de la parole donnée. Le commerce en Algérie ressemblait considérablement à ce qui a été introduit par l'arrivée de l'islam en Algérie. Et le bazar fonctionne selon la confiance. Je t'envoie un produit et j'attends que tu m'envoies l'argent. C'était cela la parole donnée. Mais à partir du moment où on brise cela, on brise les échanges intérieurs. C'est-à-dire que qui est le nouvel intermédiaire? Le nouvel intermédiaire sera le colon, sera le négociant, celui qui va négocier. Et le négociant va travailler avec la métropole. Donc ça expliquera par la suite qu'on trouvera tout à fait normal que le produit national, que le produit d'ici est transféré vers l'extérieur parce qu'on va vous donner de l'argent en échange. C'est immédiat. C'est-à-dire que c'est tout à fait nouveau, ce qui a été introduit est tout à fait nouveau. L'histoire de la parole donnée est fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas des écrits. Ça ne veut pas dire qu'on n'écrivait pas que telle terre appartient à telle tribu ou telle personne. Ça existait, tout existait. Mais la parole donnée, c'est ce qui structure fondamentalement nos réactions. Tu m'as dit, c'est comme ça,
eh bien ce sera comme ça. La première victime, la grande victime de la parole donnée, ça va être l'émir Abdelkader. Le reniement de la parole a lui aussi commencé très tôt avec De Bourmont, lequel De Bourmont va promettre aux Algériens que tous leurs droits seront respectés, leurs biens, leur religion, leur commerce, mais au lendemain même de l'occupation de la ville d'Alger, le 5 juillet 1830, je dirais au lendemain même, la ville est livrée au un saccage systématique et un pillage systématique. Le général de Bourmont, le chef des troupes, il a dit en 1830, on va respecter tout. Plus il disait on va respecter, moins il le faisait. Donc, et l'émir Abdelkader fonctionnait encore comme ça. On lui a dit on va t'envoyer au Moyen-Orient, on va respecter ta famille, on va respecter les populations, etc. Et évidemment, ils ont fait tout le contraire, mais c'est vieux, c'est une pratique de ne pas respecter, d'un côté de ne pas respecter la parole donnée, et de notre côté, je dis notre, nos aïeux, de fonctionner sur la parole donnée. C'est par la force que des Algériens sont arrachés à leur milieu familial, à leur terre, pour prendre le chemin des champs de bataille ou pour travailler dans les usines françaises d'armement. C'est la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. De 1914 à 1918, 173 000 combattants algériens connaissent l'enfer des tranchées. 25 000 meurent au combat. En Algérie, la population est sérieusement touchée par la famine. Plongée dans la misère, on implore Dieu. يا ربي والطف بالحال هذا الغلاء علينا طال الغاني يفنالو المال والقليل كيتو كيا. Au début du XXe siècle, l'introduction d'un certain nombre de techniques agricoles va jeter dans la misère absolue des pans entiers de la société qui trouvaient du travail, un travail d'esclaves, dans les fermes, dans les grandes propriétés, pour les moissons, pour les vendanges, pour un certain nombre de travaux agricoles qu'ils faisaient. Mais l'introduction du tracteur, l'introduction d'un certain nombre de techniques agricoles modernes va raréfier ce travail. Et c'est ce qu'attendait la deuxième phase de la révolution industrielle en Europe. C'est-à-dire avoir cette main-d'œuvre qui était en excès ici, les excédents ici étaient envoyés. Ils allaient par bateau entier, mais ils ont été quand la guerre est arrivée. Et ils se sont dit, tiens, ces ouvriers-là, ils seraient bien, puisqu'ils peuvent travailler dans des usines, ou dans les mines, ou dans les trucs. Ce n'étaient pas des techniciens, loin s'en faut. C'était une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci, encore une fois. On va les prendre comme chair à canon. Ils vont bien se défendre comme chair à canon. Il y a eu près de 200 000 Algériens qui ont été engagés, la majorité. Les Marocains et les Tunisiens étaient en nombre moindre parce qu'ils venaient d'être, disons, protectorés, sous protectorat. Donc, ils ont amené le maximum de ces Algériens. Bien entendu, pendant qu'ils guerroyaient, ils ne travaillaient pas. Donc le très peu de subsides que rapportait l'argent, que rapportait leur travail à l'usine ou dans les mines, le très très peu d'argent qui avait disparu.
la solde ne compensait pas les rémunérations au niveau des usines ou au niveau des mines ou autre occupation. Le 8 mai 1945, des milliers d'Algériens descendent dans les rues à Sétif, Kharata, Guelma et ailleurs pour rendre hommage aux Algériens morts pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Les manifestants brandissent l'emblème algérien en chantant Minji Bellina, un moment fondateur de l'esprit d'indépendance. L'administration coloniale, aidée par des milices, se livre alors à des représailles d'une rare violence. Ils commettent viols, lynchages et exécutions sommaires. Le bilan des victimes est lourd. 45 000 morts. Les années de guerre qui vont couper l'Algérie de la France, et encore une fois le gouvernement général est entre les mains des pétainistes, c'est-à-dire des plus racistes parmi les racistes. Et donc le destin des Arabes va revenir, comme au XIXe siècle. On n'a qu'à s'en débarrasser. On parle des souffrances de l'Europe durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais on ne parle pas des implications de ces guerres sur les pays comme l'Algérie, sur ce qu'on appelait les colonies. C'est-à-dire que si les uns souffraient à l'unité 100, les autres, les colonisés, souffraient à l'unité 1000. C'était infiniment plus. Il y avait le ticket de rationnement en France. Et le beau, ce qu'on appelait le beau, ou ticket à l'époque, c'était dérisoire par rapport à ce que touchait, à ce à quoi donnait droit le ticket en France. Et ce n'était pas tout le monde qui avait droit au ticket de rationnement. Donc il y a une conjonction politique et économique qui fait qu'effectivement les gens vivaient difficilement. Ça a donné lieu au développement des maladies, notamment le typhus, Amchar, l'augmentation des prix. Et effectivement, on va avoir déjà dans certaines régions des catastrophes humanitaires. Pendant ce blocus économique, pas de savon, pas de tissu. J'ai trouvé ça dans les archives. C'est M. Ahmed Boumenjel qui était gêné par des parents qui lui rendaient visite et quelqu'un lui avait confié ceci, qu'il ne pouvait pas rencontrer face à face sa fille ou ses filles parce qu'elles n'avaient pas d'habits ou de vêtements décents pour cacher leur nudité. Depuis 1830, la faim, la misère, la maladie, les épidémies de typhus, les épidémies des maladies du Moyen-Âge, des pires maladies du Moyen-Âge, étaient monnaie courante en Algérie. C'était vraiment monnaie courante. Et on trouvait ça, bien entendu, ils trouvaient ça tout à fait normal. De toutes les façons, ce sont des indigènes. Il ne faut pas perdre de vue, que le code de l'indigénat a fonctionné jusqu'à 1946. Toutes ces lois infâmes, toutes ces lois scélérates qui ont ravalé l'homme au niveau de l'animal, toutes ces lois étaient encore jusqu'à très récemment. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous demander... En 1885, Jules Ferry déclare à la Chambre constitutionnelle: si nous avons le droit d'aller chez les barbares, c'est parce que nous avons le droit de les civiliser. Tout un discours est construit pour légitimer la colonisation et les actes de violence racistes. On retrouve cette violence dans des mots comme sarrasin, cherqiyin, bico, tête de melon
tronc de figuier, bougnoul. Toute une taxinomie pour rabaisser l'autre et l'asservir. Il y a toute une rhétorique, tout un langage colonial et colonialiste, toute une idéologie qui enveloppe, qui va envelopper ça sous des vocables, sous des théories. Et on a sorti des dizaines. Vous prenez par exemple la notion de génocide. La notion de génocide, elle ne commence qu'à partir du début du XXe siècle. Elle ne concerne pas ce qu'ont fait les Cortés, ce qu'ont fait les anglo-saxons aux États-Unis, en Amérique du Nord, ou ce qu'ont fait les Espagnols ou les Portugais en Amérique du Sud, en Amérique latine. Ça ne concerne pas. On dit non, ça ne concerne pas, mais on va parler du génocide. Bon, par exemple, on va parler, bien entendu, de ceux du XXe siècle. Tous ces mots en fait, tout cela, c'est exactement la même chose, dans le même sens. On a dit, oui, les enfumades, les trucs, c'est Pélissier, c'est Cavaignac, ils ont responsabilisé des individus, des personnes, pour éviter de responsabiliser l'État. Ce ne sont pas des individus, ce n'est pas M. Papon, le préfet de police de Paris, je m'excuse de la digression, qui a fait le 17 octobre. M. Papon a obéi à des ordres, ça se passait sous les fenêtres de l'Élysée, ça se passait en plein au cœur de Paris. Comment le pouvoir politique n'était pas au courant de ce qui se passait, de la tuerie qui se passait? C'est exactement la même chose. Alors on va trouver des noms, on va trouver des trucs, on va dire oui, la torture c'est Bijard. Non, la torture c'est l'État français. Le colonialisme c'est l'État français. Et c'est très peu que de dire c'est un crime contre l'humanité. C'est beaucoup plus que ça, parce que c'est un crime organisé. Ce n'est pas un accident. La colonisation n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas une fatalité. C'est une chose réfléchie, pensée, voulue et acceptée par le pouvoir politique en France. La première bombe atomique française a explosé à Ergen le 13 février 1960. Le Sahara algérien connaîtra d'autres explosions nucléaires, notamment à Heineken. À ce jour, aucune étude ne parle des répercussions sanitaires de ces explosions sur la population et sur l'environnement. J'avoue, au début, je n'ai pas très bien compris pourquoi on fait la distinction entre essai et explosion. Est-ce que la bombe d'Hiroshima, c'était un essai? Même si c'est un essai, elle a explosé quand même. Et elle a fait des catastrophes. Quand c'est un essai en laboratoire, si ce n'était que des essais. Ils auraient pu faire ça dans la région parisienne. C'est un essai. Donc là, ce ne sont pas des essais. C'est exactement 10 fois la bombe d'Hiroshima, je crois bien que celle de Gerboise Bleue, c'est 10 fois la bombe d'Hiroshima qui a explosé en plein jour dans des zones qui étaient peuplées. Et des explosions. Moi, je veux bien qu'on dise que c'était des essais, mais l'une des explosions a provoqué un drame encore plus important que les autres. C'est là où les généraux français étaient là, les soldats français étaient là, ils regardaient, et puis tout d'un coup, ils ont vu que la montagne Tiniker avait été pratiquement coupée en deux et les gaz étaient sortis. Donc, alors qu'on ne dise pas que ce sont des essais, un essai, c'est une expérience de laboratoire. Ce n'est pas mais c'est vraiment, voilà, encore un terme qui ne signifie absolument. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Et je pense à tous les autres peuples dans le Pacifique et les îles du Pacifique qui ont eu également à subir
cette souffrance parce qu'on ne leur a pas donné les moyens. Beaucoup de peuples, parce qu'on ne leur a pas donné les outils de compréhension du drame que leurs aïeux ont vécu. On ne sort pas indemne de 132 années de négation de soi. On ne sort pas indemne de 132 années d'un régime de fer. On ne sort pas indemne de 132 années de violence. Et cette violence, ils sont rentrés avec une violence extrême, ils sont sortis avec une violence extrême. C'est la guerre totale qui les a amenés, c'est la guerre totale qu'ils ont